Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique, Fabien Amias, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour Fabien Amias. Le rapport de la police des polices, dont le contenu a été dévoilé hier, mais qui date de ce week-end, évoque le caractère non intentionnel, je cite, du viol de Théo à Aulnay. Conclusion contestée par son avocat, maître Dupond-Moretti. Pour vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, ne s'agit-il que d'un accident ? Non, je ne sais pas s'il s'agit d'un accident. Je sais qu'il y a des conséquences graves. Et les conséquences graves pour un jeune homme. Et donc c'est à la justice de dire ce qui s'est passé, de qualifier les faits et éventuellement d'avoir les sanctions qui sont les sanctions appropriées. Et tout mon travail, cela a été de fournir à la justice les éléments et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des mesures conservatoires. En attendant, les mesures conservatoires, je les ai prises dès le week-end dernier, en suspendant les policiers au regard de faits qui me semblaient particulièrement graves et qui devaient être transmis à la justice et ne pas rester du domaine de l'inspection générale de la police nationale qui avait bien entendu été saisie dès qu'elle avait eu connaissance des faits. Et d'ailleurs, la juge d'instruction n'a pas pour l'instant suivi les conclusions du rapport de l'IGPN puisqu'elle retient la qualification de viol. D'après vos informations, est-ce qu'il y a bien eu un viol? Mais il n'y a pas à avoir de caractérisation avec mes informations. La justice est saisie et moi je ne veux pas me livrer aux commentaires de ceux qui ne savent pas et qui pensent que l'on peut qualifier cela de telle ou telle autre façon. Ma responsabilité, c'est de faire preuve de sang-froid dans ce moment et de dire qu'il n'y a pas de possibilité d'intervention de la police avec des actes qui en découlent, qui est autant de conséquences sur la vie personnelle d'un jeune. C'est à lui que je pense à ce moment. Mais mon travail, c'est aussi de ne pas faire d'amalgame et de ne pas considérer que ce qui relève de cette intervention serait aujourd'hui le lot commun de toutes les interventions. De la même façon qu'à Viry-Châtillon, parce que je me préoccupe aussi tous les matins de toutes les affaires qui sont en cours. Celle-ci est d'une gravité exceptionnelle, mais quand des policiers ont été brûlés dans leur voiture, à Viry-Châtillon, je me préoccupe, comme Bernard Cazeneuve l'a fait, tous les matins de savoir où en est l'enquête, et je ne fais pas l'amalgame entre les jeunes que nous arrêtons en ce moment et qui ont fait cela, et ceux qu'il y a dans les quartiers. Et donc, ma responsabilité, monsieur Amias, ce n'est pas de qualifier les faits, c'est de donner à la justice tous les éléments pour qu'elle puisse faire son travail. Bruno Le Roux, on va rester sur cette affaire d'Aulnay. Votre collègue du gouvernement, Juliette Méadel, qui était dans ce studio il y a 48 heures, évoque clairement le racisme lié à cette intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous voyez du racisme dans ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème qui existe dans la police? Mais l'on me dit qu'il y a des propos qui ont été tenus, qui ont peut-être même été justifiés hier de façon absolument incroyable par un syndicaliste policier. Vous faites allusion, pour que ce soit parfaitement clair pour nos auditeurs, au terme de bamboula qui aurait été utilisé pendant l'intervention. Et effectivement, l'un des syndicalistes policiers, Luc Poignant, on l'a entendu dans le journal de 8 heures, a dit que ce terme, bamboula, était à peu près convenable. Ça, c'est admissible, ça ? C'est un propos absolument inadmissible, c'est ce dont je viens de vous parler, et je n'autoriserai absolument aucune forme de racisme. De la même façon, je ne veux que le respect dans les interventions, et le respect, il doit être des deux côtés. Du côté des policiers, parce que c'est l'uniforme qu'ils portent, c'est la République qui est en eux, qui condamne tout propos discriminatoire, tout propos raciste. Et de l'autre côté, j'appelle bien entendu au respect de l'uniforme et au respect de ceux qui incarnent l'autorité. Et il ne peut pas y avoir le moindre outrage qui soit commis à leur égard. Et là encore, c'est une position d'équilibre que je veux avoir, de ne rien laisser passer de quel côté que ce soit. Pour lutter contre les possibilités et les dérives racistes qu'il y a dans les interventions, nombreux sont ceux de votre famille politique. Et une nouvelle fois, d'ailleurs, Juliette Méadel le fait, c'est dans le programme du candidat socialiste Benoît Hamon qui demande l'instauration d'un récépissé qui permette de vérifier la nature des contrôles d'identité et d'éviter les contrôles au faciès. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'un tel récépissé ? Là encore, je demande à ce que l'on regarde la réalité et à ce que l'on crédite ce gouvernement de ce qu'il fait pour apaiser, parce qu'il y a toujours nécessité à apaiser, notamment dans certains quartiers, la relation entre la police, la gendarmerie et ceux qui y habitent, et notamment les jeunes. La question des caméras piétons, des caméras que portent les policiers, est aujourd'hui bien plus performante qu'un récépissé dont on ne sait pas comment il serait délivré, dont on ne sait pas s'il garantirait contre le renouvellement des contrôles, dont on pense que pour qu'il soit efficace, il faudrait faire un fichier des personnes contrôlées. Vous êtes prêts ? Moi, je ne suis pas prêt.
à ce qu'il y ait dans notre pays un fichier des personnes contrôlées dont je ne sais pas avec quoi demain il pourrait être couplé. Donc ce que j'annonce, c'est la décision qui a été prise par le gouvernement, renforcée par la loi égalité-citoyenneté, de doter les policiers, ils le sont déjà, de caméras piétons et ils plébiscitent, quand j'en discute avec eux, ce dispositif dont ils me disent qu'il apaise la relation lors d'un contrôle. Eh bien à partir du 1er mars, il y aura des décrets qui seront publiés pour que quand il y a contrôle d'identité, le déclenchement de la caméra piéton soit obligatoire. Donc plus de caméras et une utilisation différente, mais pas de récépissé. Combien y a-t-il eu d'arrestations à ce jour suite aux échauffourées, aux violences qui ont suivi cette interpellation à Aulnay et dans les banlieues avoisinantes? Je ne tiens pas la comptabilité, je dis simplement, là encore, une parole de fermeté. Le chiffre de 28 était évoqué hier. Écoutez, il y en a peut-être un peu plus compte tenu de la nuit, mais elle a été plus calme que la nuit précédente, et c'est normal. Tout le monde appelle, la famille, moi, les élus locaux, à la sérénité parce que la justice passera. Et quand j'entends des slogans que l'on ressort régulièrement sur le fait qu'il n'y aurait pas de justice, une fois de plus, parce qu'il y a des policiers, je dis que l'on se trompe. On se trompe aujourd'hui comme on se trompait hier. La justice dans notre pays, elle passe quand il y a des faits de cette gravité, et c'est pour cela que j'appelle au calme. À la Donc ça veut dire sérénité. qu'il n'y aura aucune clémence et aucune bienveillance comme ça a pu être, comme ce qui peut être redouté tel que ça a été exprimé par les avocats de Théo, ce qu'on entend dans les reportages que l'on fait Fabien à Aulnay. Lamias, je comprends que l'on redoute que quand il y a un jeune sur un lit d'hôpital issu d'un quartier, de l'autre côté des policiers, dans cette grande famille qu'est la police, on peut penser qu'il y a un déséquilibre. Non. Il n'y aura pas de déséquilibre. Quand il y a une intervention qui aboutit à des faits aussi graves et aussi marquant que ceux qu'a subi le jeune Théo, la justice doit établir les responsabilités clairement, sans aucune forme de pression, et je vous assure qu'elle fait et qu'elle fera son travail. Vous l'avez rappelé, la nuit a été fort heureusement plus calme à Aulnay. Est-ce que cela signifie que tout risque d'embrasement, comme on l'avait connu dans les banlieues en 2005, vous semble écarté aujourd'hui ? Je l'espère, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à cela. S'il y avait un dysfonctionnement majeur dans la justice, dans la façon dont elle fonctionne, dans la façon dont les informations ont été transmises, dans l'empathie qu'il y a aujourd'hui et le fait de reconnaître qu'il y a une intervention qui amène à des conséquences particulièrement graves, alors il pourrait y avoir un sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, ce qui doit prévaloir, c'est le sentiment de justice, c'est le sentiment que la justice doit passer et que chacun doit lui donner de la force en l'accompagnant, en la laissant travailler et en faisant en sorte de la soutenir. Et elle sera appliquée rapidement, la justice, elle ne traînera pas en longueur, ce ne sera pas renvoyé au calendes grec. Écoutez, je l'espère, en même temps ce n'est pas moi qui lui donne son rythme, mais l'affaire est suffisamment importante pour que les décisions et pour que l'instruction puisse se faire, je l'espère, rapidement. Bruno Le Roux, ce qui a été également pointé du doigt, c'est la jeunesse des fonctionnaires de police. 3 des 4 policiers qui ont pratiqué l'intervention ont moins de 30 ans. Celui qui est mis en examen pour viol a, je crois, 27 ans. Ce sont souvent leurs premières affectations en Seine-Saint-Denis, département que vous connaissez bien. Vous y êtes élu. Est-ce qu'il est normal que des policiers inexpérimentés qui sortent tout juste de l'école se retrouvent dans l'un des départements les plus difficiles de France? Est-ce que c'est cohérent au regard des exigences de sécurité? Les policiers sortent en étant formés. Ils arrivent dans des commissariats où oui, mais on il y sait a... bien que la formation, c'est aussi l'expérience sur le terrain. Et on l'a pas au bout d'1 ou 2 ans de pratique, bien entendu, ce qui était le cas de certains de ces fonctionnaires. Mais la contradiction serait de vous dire qu'au moment où nous avons besoin de policiers sur ces territoires, au moment où il en sort beaucoup des écoles, 4600 cette année, 4600 l'année prochaine, ces policiers ne devraient-ils pas être affectés en priorité aux endroits qui en ont le plus besoin? Ils le sont. Et donc forcément, il y a donc des policiers jeunes aujourd'hui dans nos quartiers parce que le besoin est là et parce que nous les formons dans les écoles. Y a-t-il des policiers d'expérience dans ces commissariats? Oui, souvent avec 20, 25, 30 ans d'expérience qui permettent de mêler les générations. Et quand ils sortent de l'école, ils sont formés. Et donc, je veux bien qu'on ait ce débat et je suis prêt à y réfléchir avec les organisations syndicales, je suis prêt à y réfléchir avec les élus. Mais je ne laisserai pas la pensée que dans un département où il y a beaucoup de jeunes policiers, l'inexpérience entraîne des conséquences dans la relation avec la population. Ce n'est pas vrai. L'assaillant du Louvre qui a agressé des militaires à coups de machette vendredi dernier est-il ce matin toujours en garde à vue? Et ce terroriste aujourd'hui a été touché et donc il n'est plus en garde à vue. Sa garde à vue a été interrompue parce que son état de santé ne permettait pas qu'elle puisse continuer. Et donc les médecins s'occupent de lui et nous espérons pouvoir reprendre les interrogatoires dans le cadre d'une garde à vue dès que son état de santé le permettra. Est-ce que à ce stade et compte tenu du caractère haché
de la garde à vue, au regard des problèmes de santé que vous évoquez, l'enquête avance. Est-ce que les éléments recueillis permettent de commencer à préciser la nature des actes qu'il a commis? Est-ce qu'on sait par exemple s'il a des complicités en France ou à l'étranger? Je ne veux pas aller plus loin parce que là encore, je veux laisser aux enquêteurs le soin, mais je peux vous dire que ce n'est pas lui qui, pour l'instant, fait progresser l'enquête, mais que, bien entendu, nous nous intéressons à lui, à son environnement, à la façon dont il est arrivé en France, et nous commençons à voir le parcours qui a été le sien. Mais ça, maintenant, c'est à l'enquête de dire très précisément tous ces éléments. Il sera mis en examen aujourd'hui? Je n'imagine pas qu'à l'issue de sa garde à vue, il y ait aujourd'hui assez de faits pour le faire. Pour ne pas le faire. Europe 1 révélait hier que le centre de déradicalisation de Pontourny, qui se situe en Indre-et-Loire, est désormais vide. L'un de ses pensionnaires a été arrêté lors d'une opération antiterroriste. Le dernier a quitté le centre, semble-t-il, encore plus radicalisé qu'il n'y était entré. Bref, ça n'a pas l'air de fonctionner du tout. Les riverains demandent sa fermeture. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter l'expérience? D'abord, je veux dire que localement, il n'y a jamais eu aucun problème avec ce centre. Les problèmes sont à l'intérieur du centre, dans un dispositif nouveau, très jeune, auquel est confronté notre pays, sur une question simple. Comment faire avec des jeunes radicalisés pour faire en sorte qu'ils rejoignent le chemin de vie normal de la République et les valeurs de la République plutôt que l'islam salafiste et le basculement dans cette radicalisation. Oui, mais alors manifestement, très franchement, ça n'a pas l'air extrêmement efficace. L'intention est louable, mais si on sort plus radicalisé qu'on y entre, il faut peut-être voir la méthode. Mais je suis prêt à ce que vous puissiez me donner le vadémécum de l'efficacité sur cette question. Et si vous l'avez, j'en suis preneur. Et je discute tous les jours. La semaine dernière, avec une association à Bordeaux, le Capri, qui mène des expériences pluridisciplinaires en liaison avec la mosquée de Bordeaux. Je discute avec les universitaires. Et à Pontourny, je suis dans l'évaluation permanente. Donc il reste ouvert et en activité. Je peux vous dire que ce centre va rester ouvert, que j'ai demandé au préfet de donner de nouveaux cas pour pouvoir le remplir, que je procéderai à une évaluation à la fin du premier semestre. Et donc je préparerai cette évaluation. Et que je veux beaucoup d'humilité dans ces processus de déradicalisation, parce que celui qui sait la façon dont il faut que cela fonctionne vienne me voir au ministère de l'Intérieur, s'assoit et me dit c'est comme ça, monsieur le ministre. Merci Bruno Le Roux. Merci. Merci monsieur le ministre de l'Intérieur, merci Fabien. Fabien, le grand rendez-vous dimanche 10h avec Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui sera notre invitée.